Résilience. Ce mot est beau, parfois incompris ou utilisé à tort. Chez Karuna Shechen, l'association de Mathieu Ricard, quand on parle de résilience, on parle de la résilience systémique. L'idée, c'est que la résilience d'une équipe, d'un service ou d'un organisme vient des actions altruistes de ses membres. Résilience, c'est d'ailleurs le nom du programme d'intelligence émotionnelle et de pleine conscience proposé par cette association. Un programme qui vise à trouver l'équilibre entre prendre soin de soi et soin des autres, et à renforcer la résilience collective par une culture d'entraide et d'authenticité. 6 séances de 2 heures sont proposées sous la forme de cercles de parole avec de la méditation et des outils pour cultiver l'intelligence émotionnelle. Déjà plus de 200 bénéficiaires et 20 programmes ont été menés en 2024 et expérimentés au sein d'organisations comme l'UNESCO. Et la nouvelle de dingue, c'est que le programme Résilience vous est offert par Nouveau Monde si vous souhaitez le proposer à votre structure dans le secteur public ou associatif. Alors pour participer avec votre équipe, rendez-vous sur le site Résilience de Karuna Shechen et je vous mets tous les liens en description. Ce programme est soutenu par le Fonds Nouveau Monde, sponsor officiel de la 5e saison de Nouvel Œil. Merci à eux. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Salut, j'espère que tu vas bien. Je me pose dans mon lit, là j'avais vraiment envie de me mettre, genre trop bien, pour parler de Vipassana. C'est un épisode que j'attends de faire depuis super longtemps. Enfin non, que j'attends pas, mais que je me réjouissais trop d'enregistrer parce que c'est une telle aventure que waouh. Puis trop d'enseignements et tout, enfin j'étais là, yes, vivement ce podcast pour partager tout ça. Du coup je me cale bien là avec des petits coussins et tout. J'ai eu tellement de coussins sous les fesses pendant 10 jours que maintenant je m'en sépare plus. Donc le voici, le voilà, l'épisode sur mon expérience Vipassana. Je vais un petit peu le structurer pour pas partir dans tous les sens. Il va y avoir 3 grandes parties. La première, je vais un peu t'expliquer ce que c'est que Vipassana parce que j'en parle comme si tout le monde connaissait, mais en réalité c'est pas le cas. Deuxième partie, je vais te décrire chaque jour, un par un. Peut-être que tu as suivi mes récits sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. J'ai documenté chacun des jours par écrit à mon retour. Donc là, je vais te les raconter de vive voix. Et après, en troisième partie, je vais te présenter un petit peu ce que j'ai retenu de cette aventure, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Et je vais aussi partager toute cette partie un peu plus théorique et tous les enseignements dans une newsletter. Donc si jamais ça t'intéresse de lire tout ça, tu peux t'abonner, c'est sur le site www.nouvelœil-podcast.com. Je vais l'envoyer dans la semaine, donc n'hésite pas à t'abonner pour avoir le côté un peu plus théorique des enseignements. Sans ne plus tarder, c'est parti, on y va. Alors Vipassana, qu'est-ce que c'est ? C'est 10 jours de méditation silencieuse. On se réveille à 4 heures du matin et on médite jusqu'à 21 heures. Donc on médite près de 10 heures par jour pendant 10 jours. Ça faisait plusieurs années, voire plusieurs années que je voulais le faire. Mais c'est comme si c'était pas le bon moment, je sais pas, c'était pas fluide, j'étais jamais prise parce qu'il faut savoir qu'il y a des centres partout dans le monde pour faire Vipassana. Ce sont des centres Dhamma, D-H-A-M-M-A. Donc je vais mettre tous les liens aussi dans les liens de l'épisode si jamais tu veux aller voir. Et moi j'avais essayé de postuler en France, mais jamais je n'avais été prise parce qu'il y a tellement de demandes qu'ils font des tirages au sort. Et pas de bol, je n'étais jamais prise sur les tirages au sort, donc moi je m'en remettais au hasard, je me disais c'est que c'est pas le bon moment pour moi. Mon passé avec la méditation, il est pas non plus super étendu dans le temps. Ça fait, je pense, 3 ans que je médite quand même pas mal. Mais quand je dis pas mal, c'est régulièrement, mais pas beaucoup en termes d'heures. C'est-à-dire que ça se quantifie même pas en heures. Je médite 10 minutes par jour. Depuis 2 ans à peu près, tous les matins. Mais je n'ai jamais médité, très rarement sur un créneau d'1 heure, et encore moins
10 heures et 10 heures par jour, et pendant 10 jours, voilà. Donc c'était vraiment une sacrée aventure, et faut savoir qu'il y a des personnes qui se lancent dans Vipassana qui n'ont jamais médité de leur vie, donc c'est accessible à tout le monde, c'est, voilà. Si on veut, on peut le faire. En revanche, je reconnais qu'il faut quand même être... Comment ne pas dire de bêtises? Je pense qu'il faut quand même être bien dans sa vie, dans sa peau, et pas non plus trop tourmenté pour s'engager dans une telle aventure, parce que mentalement c'est très difficile. Et je pense que le mieux on arrive dans sa tête, le mieux on traverse cette expérience. Voilà. Ceci étant dit, le côté pratico-pratique de comment ça se passe et de ce que c'est. Donc Vipassana, c'est une technique de méditation en fait. Ça a été popularisé dans les années 70 par un maître indien qui s'appelle S.N. Goenka. Et c'est une pratique qui est basée sur le bouddhisme et sur certains principes qu'a suivi le Bouddha pour atteindre le fameux émerveillement. Le fameux émerveillement. Pendant ces 10 jours, on suit des silas. Donc les silas, c'est les moralités. Parmi ces moralités, on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit d'avoir de connexion avec le monde extérieur, donc on n'a pas de téléphone. On ne peut pas lire, on ne peut pas écrire, on ne peut pas faire de sport. Et on a 2 repas par jour, le premier à 6h30, le deuxième à 11h, et après on a des fruits à 17h, donc on ne dîne pas. Voilà un peu pour les infos pratico-pratiques. Donc encore une fois, il y a plusieurs centres dans le monde, il y en a 2 en France, il y en a un dans Lyon et un qui va ouvrir près de Luchon. Moi, je l'ai fait près de Barcelone, au centre d'Amal Nerou. Je voulais changer de pays, en fait. Psychologiquement, ça m'a aidé, je pense, à vraiment m'éloigner de ma vie en France. Ce côté, voilà, de passer une frontière, d'avoir une autre langue, je trouve que ça ancrait quand même quelque chose. Donc, toutes les méditations étaient guidées. Donc, le début des méditations de groupe était guidé. Donc, c'était en anglais puis en espagnol. Et après, on avait des cours le soir. Et là, je pouvais les avoir en français. Comment ça s'est passé? Jour par jour, c'est parti, mon journal de bord. Alors on arrive la veille, le jour 0. Quand on arrive, donc on est séparés des hommes. Donc les hommes rentrent d'un côté, les femmes de l'autre. Nous, les femmes, on arrivait directement dans l'espace où on allait manger tous nos repas. Et sur le tableau, il y avait écrit jour 0. Et là, donc, quand on arrive, on peut encore parler. On échange quelques mots. Je m'aperçois qu'il y a aussi d'autres Françaises et ça me rassure. Inconsciemment, ça me rassure. Je me dis, ok, je suis pas la seule Française. À ce moment-là, on nous attribue un numéro. Donc, moi, je suis le numéro 16. Et c'est un numéro devant lequel on mangera. Parce que comme on n'a pas le droit ni de se parler, mais ni de se regarder. Tout est fait pour qu'on ne croise pas nos regards. Donc en fait, quand on mange, on est vraiment face à un mur. Et donc face à notre numéro, parce qu'on a une place attitrée. Et c'est le numéro aussi qu'il y a sur notre lit. Donc il y a des anciennes étudiantes et des nouvelles étudiantes. Nous, les nouvelles étudiantes, on était 18 et toutes les nouvelles étudiantes, on dormait dans un même dortoir, donc sur des lits superposés où il y avait notre numéro. La première journée, donc le premier soir, on a une méditation de groupe dans le hall de méditation et là on a des places attitrées dans la salle. Donc on nous appelle, pas par notre numéro cette fois-ci, mais vraiment nom-prénom, pour nous installer dans la salle. Donc quand on arrive, on a chacun notre petit coussin de méditation qui est déjà installé, avec notre prénom déposé sur le coussin. Donc là, on découvre le hall de méditation dans lequel on va pratiquer tous ces prochains jours. Les hommes sont placés à gauche, les femmes sont placées à droite. Et après cette première méditation, on rentre dans ce qu'on appelle le noble silence. Donc à partir de là, on ne peut plus parler. 21h30, extinction des feux. Et le lendemain, le jour 1. Le jour 1, c'est un des jours les plus difficiles. Je vois que mon mental, il est super actif, il n'arrive pas à décrocher. Donc on rentre dans une journée type, réveil à 4h du matin par le gong. J'avais peur de pas me réveiller parce que je dors avec des boules caisses quand il y a du monde autour de moi. Et je me suis dit, si j'entends pas le gong et que je loupe la première méditation, ça va bien commencer. Mais en fait, on l'entend. On l'entend même avec des boules caisses. Donc on est en méditation dite libre de 4h30 à 6h30. C'est-à-dire qu'on peut méditer dans notre chambre ou dans le hall de méditation. C'est comme on veut. Sachant que si on reste dans notre chambre, on va vraiment avoir tendance à s'endormir parce que c'est dur à 4h30 d'être dans son lit et de pas pouvoir se coucher. Donc moi, en fait, je coupais ces 2 heures-là. Je faisais la première heure de 4h30 à 5h30 dans le hall de méditation pour vraiment rester éveillée. Et après, de 5h30 à 6h30, je m'asseyais dans mon lit.
Donc ça me permettait de soutenir mon dos parce que vous allez vite voir qu'on a très mal au dos. Et donc voilà, je coupais un petit peu, je scindais ces 2 heures-là. Et après à 6h30, on a le petit-déj. Donc là, c'est le petit-déj, moment trop attendu, et plus les jours avancent, plus je l'attendais. Comme on ne mange pas le soir, à 6h30, on a super faim. Et donc là, quand on rentre dans la salle, on voit qu'il y a affiché jour 1. Je me dis, ok, donc maintenant, il va falloir écouler les jours. J'attendais du beurre de cacahuète, il n'y en avait pas, mais il y avait du tahine, tahina, tahin, je sais pas trop comment on prononce ça, mais en gros c'est de la purée de sésame et c'est délicieux, donc ça va. J'étais pas non plus trop déçue, je me suis dit pas de beurre de cacahuète, mais du thym, ça va. Donc je me faisais, voilà, on pouvait aussi avoir du porridge, il y avait du porridge, franchement on mangeait super super bien. Donc moi tous les matins, enfin pas tous les matins parce que tu vas voir qu'il y a eu une surprise le jour 2. Mais du coup, un jour sur 2, je faisais une petite tartine avec du thym et des tomates déposées dessus. Et après, de 7h à 8h, j'allais marcher. Donc je faisais des tours de jardin. On a un espace dans le jardin qui est pas super grand, mais qui permet quand même de faire des tours et de se dépenser. Sachant qu'on peut pas faire de sport, moi j'optimisais vraiment les tours de jardin. Et le jardin était super agréable, il y avait plein d'arbres différents. On a eu vraiment du beau temps, donc ça c'était trop chouette. Il y avait un peu cet air printanier où les oiseaux chantaient. On voyait que les bourgeons commençaient à sortir. Et ce qui est fou, c'est qu'en 10 jours, j'ai vraiment tellement observé la nature que j'ai vu à quel point la nature avait poussé en 10 jours. Il y avait un mimosa, et les mimosas, c'est vraiment mon arbre préféré, donc j'étais trop contente. Puis très vite, on se rend compte que des petits détails comme ça prend tellement d'ampleur. Donc petit à petit, j'ai appris à d'autant plus regarder cette nature, à l'observer, à la sentir. Donc c'était vraiment mon moment là, de 7h à 8h. Quand je commençais à 7h, il faisait encore nuit. Et je marchais, jusqu'à 8h, où on arrivait pour notre première méditation de groupe de 8h à 9h. Donc sur une journée, on avait 3 créneaux de 1 heure de méditation en groupe, donc de 8h à 9h, de 14h30 à 15h30 et de 18h à 19h. Entre ces créneaux-là, qui étaient donc obligatoires, où on devait être dans le hall de méditation, entre ces créneaux-là, c'était encore de la méditation, mais on pouvait méditer soit dans le hall de méditation, soit dans notre chambre. Il y avait aussi une deuxième salle de méditation qui était un peu plus petite, super lumineuse, qui était normalement réservée aux étudiants plus anciens. Mais j'avoue que j'y ai été à partir du 5e jour, j'avais trop envie de changer d'air et de rythmer un peu la journée. Donc voilà, on est libre de méditer où on veut entre ces créneaux-là. Le déjeuner, comme je disais, est à 11h et tous les repas sont véganes, hyper bons, de saison, équilibrés. Et après, de midi à 13h, on pouvait poser nos questions à notre prof. Donc on avait une professeure pour les femmes et un professeur pour les hommes. Donc nous, on s'adressait à la professeure femme. On pouvait lui poser des questions. C'était vraiment la seule personne à qui on pouvait parler. Avec aussi notre manager, celle qui un petit peu vérifie qu'on soit bien au créneau de méditation. Et on peut lui poser donc des questions à la fois sur l'aspect théorique des cours qu'on a le soir, je vais en parler, mais aussi sur la pratique de méditation qu'on a, ce qu'on ressent, voilà, diverses questions qui pourraient nous traverser. Ensuite, l'après-midi passe avec le créneau de méditation à 14h30 en groupe. À 17h, c'est le goûter, de 17h à 18h, donc là on a des fruits. Cette première journée, pour moi, elle a été super dure parce qu'en fait, j'avais du mal à rentrer dans les méditations. Je faisais que compter les heures, en fait, donc c'était long. Et je me disais, mais tout ça pendant 10 jours, quoi. Donc ça me paraissait vraiment interminable. Et j'avais un mal de tête qui commençait à se réveiller, qui est arrivé vers 17h à peu près, en fin de journée. Et franchement, mais un mal de tête, j'étais là, c'est pas possible, ça va pas le faire. Et en fait, de pas pouvoir en parler aux autres et dire, mais toi aussi t'as mal à la tête, c'est horrible, bah ça, tu vis ton truc tout seul en fait. Et donc c'est encore plus particulier comme expérience parce que tu dois vraiment genre ressentir et te dire, ok, c'est là, je peux pas en parler et bah qu'est-ce que j'en fais? Bah je sais pas. Donc on accepte, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que donc à 19h, après tous les soirs, on avait des cours enregistrés. Tous les Espagnols natifs avaient leurs cours en espagnol dans le hall principal. Les Anglais avaient leurs cours dans la deuxième salle de méditation. Et tous les autres, donc les étrangers. Donc il y avait italien, je crois qu'il y avait italien, il y avait des Allemands et français. On était dans une autre salle, c'était l'endroit où mangeaient les hommes, les garçons, les hommes.
Et en fait, on avait nos petits casques avec les cours en langue natale. Et ça, c'était trop chouette parce que je pense que en anglais, on aurait quand même perdu certaines notions. Donc voilà, on avait 1h15 à peu près, tous les soirs à 19h de cours. Et c'était mon moment trop attendu parce que on apprenait des choses, quoi. Et donc, c'était le moment culture, intellectuel. Et surtout, c'était le moment aussi, franchement, un peu rassurant. Parce que c'est le moment où, en fait, on avait la théorie sur ce qu'on pratiquait la journée. Et c'était super intéressant parce que normalement, dans la vie, quand on apprend quelque chose, on apprend d'abord la théorie et après, on la pratique. Et donc là, typiquement, j'ai expérimenté mon mal de tête et le soir, j'avais l'explication de, en fait, c'est ton mental qui s'agite, qui essaie de lutter, qui ne comprend pas trop ce qui se passe, qui veut contrôler, qui n'y arrive pas. Et donc, tu es dans ta zone d'inconfort total et le mal de tête prend le dessus. C'est vraiment une manifestation physique du corps, quoi. On nous dit ça, enfin, Gwenka nous dit ça le soir pendant le cours. Et donc là, je suis rassurée, quoi. Je me dis, ok, donc c'est pour ça que j'ai mal à la tête. Voilà. Donc, ce petit cours du soir, vraiment bonbon, c'est trop, trop appréciable d'avoir cette petite théorie à la fin de la journée. Et après, on remédite 30 minutes en groupe jusqu'à 21h. Après dodo, et franchement, à 21h10, je dors déjà. Jour 2, quand je me réveille, je suis un peu en mode, waouh, encore une journée comme ça va être dur. Le jour 2, c'est le jour le plus difficile. Vraiment, je me réveille en me disant, ok, je vois ce qui se passe cette journée, mais clairement, je me réveille avec déjà l'envie d'abandonner. Arrivé au petit-déj, je vois qu'il y a du beurre de cacahuète. Donc là, je me dis, ah punaise, s'il y a du beurre de cacahuète, là, on va peut-être rester. Le beurre de cacahuète, je sais pas si c'est le fait d'être justement privé de tout qui l'a rendu si bon, mais c'est vraiment un des meilleurs que j'ai mangé de ma vie. Et pourquoi ils le font maison? J'ai vu après le dernier jour, spoil, je suis restée jusqu'au dernier jour, qu'ils avaient une machine pour faire leur beurre de cacahuète. Oh là là. Et donc bref, beurre de cacahuète, ça commence à me mettre le smile dès le matin. Même si c'est la journée la plus difficile, je me sens en fait épuisée. Je lutte pour pas m'endormir pendant mes méditations, ma tête elle tombe. Tu sais, cette sensation de tu fermes les yeux et juste ta tête elle tombe, elle est là, non mais ciao, je suis fatiguée quoi. Et en fait tu luttes pour ne pas la faire tomber, hyper inconfortable. Et là je me dis, ok, en fait c'est toute la fatigue accumulée qui retombe. Mon mal de tête il est de plus en plus intense, j'ai envie d'abandonner. Franchement, je me trouve des excuses, je me dis c'est pas le bon moment pour moi, faut avancer plein de trucs pour Shimla. Il y a plein de trucs pour Nouvel Oeil, et ci, et ça, puis en fait, ça a l'air super sectaire leur truc, et puis en fait, ce qu'ils nous enseignent, de toute façon, on va pas pouvoir le tenir sur du long terme, donc ça sert à rien. Et en fait, c'est clairement là mon cerveau qui essaie de rationaliser, de me trouver des bonnes excuses pour m'autoriser à partir, alors que c'est absolument pas sectaire. Et que justement, plus on avance dans les cours du soir, plus on apprend que c'est une technique qu'on nous enseigne et que c'est 10 jours particuliers pour intégrer cette pratique, mais que évidemment il y a des choses comme ne pas parler qu'on va pas tenir sur le long terme. Bon voilà, jour très difficile. Le cours du soir, on nous dit que c'est le jour le plus difficile, que beaucoup de gens partent au jour 2. Donc ça me rassure un peu, je me dis ok, ça veut dire que certainement que là, toutes les personnes qui sont dans ce hall de méditation se disent la même chose. Et déjà, ça, même si on peut pas se parler, de se dire que les gens pensent la même chose, ça nous rassure. Donc je reste. Le 3e jour, pas de beurre de cacahuète. Mais ça va mieux. Ça va mieux, franchement, j'aime cette journée, j'ai plus mal à la tête et je commence à m'ancrer des petites habitudes, donc voilà, la marche de 7h à 8h. Après avoir petit déjeuner, et puis après, je regarde le jour se lever, je prends mon temps en fait, je commence vraiment à rentrer dans le temps long et à me dire ok, t'es là pour 10 jours, laisse ton mental de côté. Je compte quand même le temps, donc je prends des pics de pain dans le jardin, je les dépose à côté de mon lit, j'en prends 10, et les jours écoulés, je les laisse de côté. Ça me rassure un peu, je vois le sablier s'écouler en fait, c'est un espace temporel qui m'aide quand même. Et puis voilà, je trouve des petites astuces comme ça pour hacker le temps. Donc il y a 5 douches. Et je prends ma douche tous les soirs à 17h30 après le goûter. Je me dis, ok, il y a 5 douches. Si je change de douche tous les soirs, ça fait 2 douches dans une même douche. Et je fais des tours de douche du coup. Et je me dis, quand je suis à la fin du 2e tour de douche, les 10 jours sont passés. Enfin vraiment, je trouve plein de petits hacks comme ça pour me soutenir mentalement. Et franchement, ça n'a aucun sens, mais juste tu vois à quel point ton cerveau il fait des trucs parfois quand t'es en mode survie ou
dans des situations de total inconfort, il y a des choses qui surgissent qui sont super intéressantes. Voilà, on nous apprend à observer simplement la réalité de l'instant présent, à ne rien faire, pas essayer de contrôler le souffle, mais juste à être conscient du souffle. Et en fait, là, on commence à nous dire, vous procédez à une opération chirurgicale de l'esprit. Et ça va être dur. Donc là, je me dis, ok, en fait, intéressant. Puis j'adore les challenges, j'adore l'aventure, j'adore sortir de ma zone de confort. Donc j'arrête de résister, en fait. Là, je rentre vraiment dans le truc. Le 3e jour, je me dis, ok, vis le truc à fond. Franchement, c'est une chouette journée. J'ai ressenti des choses, des premiers petits trucs pendant mes méditations. J'arrive à être plus concentrée. J'ai quand même un mal de dos qui se réveille. Et je me dis, waouh, ok, s'il se réveille au 3e jour, qu'est-ce que ça va être le 10e jour? Mais j'y prête pas trop d'attention. Je me dis, ok, kiffe quand même tes méditations. Donc 3e jour, sympa. 4e jour, du beurre de cacahuète. Donc là, je me dis, ah ouais, donc c'est un jour sur 2. Ok, ça va marcher comme ça. Et là, le 4e jour, il est particulier parce que je commençais du coup à prendre mes petites routines. Jour 1, jour 2, jour 3, c'était exactement les mêmes journées. Et là, en fait, jour 4, le programme change. Donc ça me bouscule un peu. L'après-midi, on nous apprend la méditation Vipassana. Et là, on nous dit, en fait, depuis le début, vous n'avez pas vraiment médité. Vous étiez dans le sila, la moralité. C'est ce qu'on a travaillé les 3 premiers jours. Donc vous vous astreignez à respecter ce qu'on vous disait de faire, à ne pas parler, à manger que 2 repas par jour, à ne pas écrire, à ne pas lire, à ne pas faire de sport, blablabla. Mais en vrai, vous n'êtes pas vraiment rentré dans la méditation. Et là, moi, je me dis, mais quoi? Ça veut dire que... Qu'est-ce qui nous attend, quoi? Donc, petit coup de stress. Et en fait, l'aspect théorique qu'on nous apprend, c'est que donc la méditation Vipassana se base sur 3 mots. Donc, la sila, la moralité. Samadhi, la concentration. Et panya, la sagesse. Et donc là, on va rentrer dans samadhi. Donc, c'est vraiment la pleine concentration pendant les méditations. Donc, à partir de ce jour-là, pendant les 3 heures de méditation de groupe, à 8h, 14h30 et à 18h, on va plus avoir le droit ni de bouger, ni d'ouvrir les yeux. Donc, on bouge pas le corps, on bouge pas les mains, on bouge pas la tête, rien. Et on peut pas regarder l'heure. Là où j'avais bien l'habitude pendant les méditations de me dire « Ok, ça va, il reste 20 minutes. Ok, ça va, il reste 10 minutes. Ok. » Et où parfois même je me disais « Ça va, là, il va rester que 10 minutes. » Et qu'il restait encore 35 minutes. Je me disais « Mais c'est pas possible. » On voit vraiment qu'il y a des méditations qui passent plus vite que d'autres. C'est assez intéressant. Et donc là, à partir de ce jour, plus le droit de regarder. Donc on n'a plus aucun espace temporel. Et on peut plus bouger. Donc si on a mal au dos, on garde notre mal de dos. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en fait, on nous apprend un mot qu'on va entendre tous les jours, plusieurs fois par jour, qui est anicca. Et anicca, c'est l'impermanence. Donc là, on nous dit tout est impermanent. Et en fait, la technique de Vipassana, ça nous invite à poser notre attention sur les sensations corporelles, de manière objective et en équanimité. Parce qu'en fait, on réagit aux événements extérieurs selon ce qu'ils nous font ressentir. Quand on a une sensation agréable, on réagit par le désir. Quand on a une relation désagréable, on réagit par l'aversion. Désir, aversion, désir, aversion. En fait, on programme nos vies autour de ça. Et là, on nous apprend juste à observer nos sensations sans y réagir, parce que c'est le fait d'y réagir qui entretient cette sensation. Et donc là, tout le travail, c'est de se dire, j'ai mal au dos. Ok, je réagis pas par l'aversion. J'inspire, j'expire. Et j'observe, j'accepte la douleur, je l'observe objectivement et je la laisse passer. Je ne lui donne pas de l'importance, sinon elle s'amplifie. Alors moi, au début, quand on me dit ça, je dis non, mais ils sont bien gentils, mais en fait, la douleur, elle est là. Et j'ai beau inspirer, expirer, la douleur, elle reste. En effet, au début, la douleur restait. Et ce qui est super intéressant d'observer, c'est qu'au fur et à mesure des jours, j'avais très mal au dos, de plus en plus mal au dos, mais j'arrivais à inhiber la douleur. Ouf! Bon, après, tu refais un micro-mouvement, franchement, la douleur revient, mais tu arrives quand même à apaiser cette douleur. Et c'est vraiment une discipline de l'esprit, j'ai trouvé ça super intéressant, et du coup, après, j'en ai vraiment... Et c'est ce qui t'enseigne d'ailleurs, c'est que Vipassana, c'est un art de vivre. C'est une discipline que tu ancres. Et c'est un art de vivre, donc qui t'apprend après à regarder de manière objective un peu toutes les situations de ta vie. Et c'est... Enfin, je m'en sers encore tous les jours, petit spoil. Mais voilà, donc ce jour 4, un peu déconcertant quand même, parce que c'est trop vertigineux de se dire que là, toutes les prochaines méditations de groupe, elles vont être aussi strictes. Et c'est dur, quoi. Enfin voilà, faut dire comme c'est, hein, c'est dur.
Jour 5, même journée qui s'écoule. Et là, ça va bien. Le jour 5, je suis bien. Il y a de plus en plus de coussins sous les genoux de chacun. On fait comme on peut. De pas pouvoir bouger pendant les méditations, ça rend l'exercice d'autant plus douloureux. Donc, on voit que chaque personne essaie tant bien que mal de se soutenir. Moi, j'invente une stratégie pour soutenir mon dos. Je sers une écharpe, en fait, qui enroule mes cuisses et qui tient le bas du dos. Et franchement, plus les jours avancent, plus j'arrive vraiment à soutenir mon dos avec juste des écharpes et des plaids. De sorte à ce qu'à la fin, vraiment, je ne sente plus du tout la douleur. À partir du jour 7, vraiment, je sens plus mon mal de dos. Et je commence vraiment à rentrer profondément dans les méditations et c'est fou, quoi. Je vais pas dire que j'ai des visions, des trucs, de machin, de ouf, mais j'arrive à être apaisée. Je vois plus le temps passer et quand le chant arrive, parce qu'on a un petit chant de Gwenka qui arrive à la fin de la méditation, je me surprends presque, je me surprends même pas presque, je me surprends à me dire, déjà, vraiment, je vois plus le temps écouler, je me sens trop bien et j'ai vraiment le sourire sur mon visage pendant mes méditations. Je suis trop apaisée et je me rends compte que, en fait, je ressens cet état après les méditations de 1 heure sans bouger, de comme si j'avais fait 1 heure de sport. Genre, trop apaisée, trop bien, hyper calme et je me dis, mais waouh, je peux avoir les mêmes sensations qu'en sport, en fait. Bon, bref. Donc, franchement, jour 5, je commence à avoir des trop belles sensations. Et puis, je commence aussi à déposer des cailloux sous un arbre pour compter les jours, mais de manière un peu plus visible. Donc là, je vois, en fait, qu'il y a des choses qui commencent à être difficiles d'un point de vue de comment je me sens, mais plus avec les liens humains. Je vois que j'ai envie de parler, que j'ai envie d'échanger des regards, que j'ai envie de communiquer malgré tout. Et du coup, là, je commence à déposer des petits cailloux sous cet arbre où on était nombreuses à passer sous cet arbre et être un peu intriguées parce que l'arbre était magnifique. Et en fait, sous chaque jour écoulé, je commence à mettre des petites fleurs. Et c'est mon moment de la journée où je vais décorer, en fait, ce qui se passe autour de cet arbre. Et le lendemain, je vois qu'il y a une fille qui ajoute quelque chose. Et en fait, ça part en effet ricochet. Chaque fille, ou presque, participe à ça. Et c'est juste trop beau. Ça me met mais tellement de baume au cœur, le smile, et j'ai envie de pleurer. Mais vraiment de pleurer. Je suis là, mais l'humanité, mais c'est pas possible, la sororité, mais c'est trop beau, mais qu'est-ce qu'on peut faire de belles choses en fait. Et là, je reprends mais tellement foi en l'humain. Mais vraiment, c'est magnifique ce qui se passe sous l'arbre. Et j'en ai les larmes aux yeux encore là, je suis trop émue. C'était magnifique, vraiment de jour en jour, mais c'était trop beau. Et là, je me dis, ok, franchement, j'aime l'humain. Donc ce jour 5, assez émotionnel à plein de niveaux. Ce qui a été difficile, c'est aussi de commencer à entendre des gens pleurer dans le hall de méditation et de pas pouvoir agir. Moi, j'étais là, mais faites quelque chose. En fait, là, la personne, elle est pas bien, mais personne ne peut faire quelque chose. Et on peut même pas soutenir par un regard. Tu sais, parfois, il y a des regards bienveillants en mode, ça va aller, même si tu peux pas parler. Un regard, ça peut faire la diff. Mais là, on peut pas regarder. Et j'ai trouvé ça vraiment, mais tellement de la torture de laisser les gens dans leur souffrance. Et j'étais là, mon Dieu, je peux pas agir, je peux rien faire, personne l'aide, c'est trop dur. Bref, mais on apprend un autre langage qui suit du silence et on se soutient autrement. Donc voilà. Jour 6. Là, on apprend quelque chose de super intéressant, qui est le détachement du moi. Le moi, le mon, le ma, qui nous crée tellement de souffrance. Et en fait, c'est super curieux, parce qu'à ce moment-là, le petit prénom qu'il y avait sur mon coussin le premier jour et qu'on garde tous à côté après, je le perds. Vraiment, je sais pas où il part. Je le cherche, franchement, je le cherche partout, je le retrouve pas. Je me dis, attends, c'est quand même fou que le jour où on t'apprend la désidentification du moi, tu perds ton prénom en mode, en fait, ouais, tu t'appelles Victoria, mais tu pourrais t'appeler quelqu'un d'autre. Et là, on a un peu, toute cette philosophie autour du moi, mon, j'appartiens à ci, nos croyances, tout ce monde qu'on se crée, en fait, mais qui n'est que dans notre tête et qui nous amène beaucoup, beaucoup de souffrance parce que c'est cet attachement à... Je vais pas partir dans le côté trop philosophique, théorique, parce que ça, vraiment, je vais le garder pour la newsletter que j'écris. Et puis sinon, cet épisode serait beaucoup trop long parce qu'on a quand même 1 heure et quart de théorie tous les soirs, donc je peux pas en faire un résumé comme ça. Et j'ai aussi peur d'être maladroite sur ce que je vais retranscrire, puis c'est très personnel ce que j'ai retenu. Donc voilà, mais on apprend ce détachement du moi qui est vraiment trop méga giga intéressant. Et voilà, mes méditations sont de plus en plus paisibles, j'arrive à tenir les heures de méditation de manière immobile, sans trop de douleur, sans regarder ma montre. Donc jour 6,
chouette. Franchement, je prends du plaisir. Je suis vraiment dans le mood Vipassana, j'adore. Franchement, j'aime l'expérience, quoi. Jour 7. Alors là, je sais pas ce qui se passe dans le mood, mais dégringolade, quoi. J'ai l'impression que c'est le 33e kilomètre du marathon. J'en ai marre, je me dis c'est bon, enfin j'ai compris maintenant le principe, ça peut se terminer, quoi. En fait, si tu te dis jour 7, il reste encore 4 jours. En réalité, parce que le jour 10, tu le vis jusqu'au bout, donc t'as toute la journée du 7, toute la journée du 8, toute la journée du 9, toute la journée du 10. Et en fait, ça me paraît, mais gigalon, quoi. Et là, chaque heure me semble interminable. Et du coup, le fait de mentaliser ce truc en mode, je recommence à compter le temps, et c'est long, et truc, bah machin, bah ça me crée un enfer. Et du coup, là, j'expérimente vraiment ce qu'on nous disait de, c'est ton mental qui te crée ta propre prison. Et j'étais là, bah là, carrément, en fait. Parce que si je me dis, bah jour 7, chill, ok, tu vis ton jour 7, puis demain il y aura le jour 8, et puis étape par étape, j'aurais pas vécu ce jour 7 comme un enfer. Et là, de m'auto-persuader que c'était dur, bah ça a rendu ce jour 7 interminable. Après, il y a eu des petits trucs dans la journée qui quand même m'ont fait plaisir. Sous l'arbre, ça devenait vraiment trop magnifique ce qui se passait avec les filles. Et puis, je commence à avoir envie de rire. Et on sent quand même qu'il y a une atmosphère qui commence à devenir tendue où les gens ont envie de rire, franchement. À chaque fois à 11h, donc c'est vraiment le gong qui dicte nos différentes heures dans la journée. Donc là, à 11h pour prévenir le repas, c'est une nouvelle femme qui vient taper sur le gong et elle tape super fort sur le gong, mais vraiment, ça nous explose les oreilles, mais littéralement. Et là, on part en fou rire avec les filles, mais juste parce que le gong a tapé trop fort, quoi. Mais fou rire qui fait trop du bien, et on voit des sourires sur les visages, et ça fait du bien. Jour 8, là je me dis, il reste que 2 jours, c'est cool quand même. Et là, mood opposé au jour 7. Et je me dis, mais c'est dingue à quel point nos humeurs peuvent changer d'un jour à l'autre. Et ça ne dépend que de nous, parce qu'en soi, l'environnement extérieur n'a pas changé, les journées sont les mêmes depuis le début. Et la manière dont je traverse ces journées est changeante depuis le début. Du coup, vraiment, ça se passe dans cet esprit. Et là, jour 8, je kiffe. Méditation super profonde, de plus en plus profonde, j'adore. Et même, je ne veux plus partir. Donc là, je commence à paniquer à l'idée que dans 2 jours, ce soit fini. Ça n'a aucun sens. Jour 9, le drame. Jour 9, le drame. On détruit tout l'art qu'on a fait sous l'arbre. Plus rien. Et là, mais je ressens une colère. Je me dis, mais c'est pas possible. Qui a fait ça? Je comprends pas. C'était trop beau. Voilà, l'humain, il faut toujours qu'il détruise ce qu'il y a de beau, mais c'est pas possible. Vraiment, je m'auto-observe, donc je mets en pratique ce qu'on a appris. J'observe ma réaction. Et je vois que je suis en colère. Et je suis triste, parce que je suis un petit peu de mélancolie de oh, mais c'était tellement beau, on y a passé tellement de temps, on y a mis tellement d'amour, et là, c'est piétiné. Et en fait, je me dis, ok, en fait, je suis sûre que c'est un test. Je suis sûre que c'est un test parce que justement, on apprend le non-attachement aux choses et le fait de réagir en équanimité à un événement qui nous procure de la joie ou de la tristesse. Et donc là, en fait, je devrais juste garder la même posture mentale à l'idée qu'il y ait une décoration ou pas sur cet arbre. Donc ça me fait réfléchir, je me dis ok, c'est un test. Puis après, je me raisonne quand même en me disant, en fait, Victoria, c'est juste que t'avais pas le droit de lancer le truc. Genre, c'est de la communication, tu vois. Et tu vois à quel point ça nous a fait du bien entre les filles de retrouver ce petit truc tous les jours, d'aller voir quelle pierre allait être mise, quelle fleur, quel truc. Et c'est une forme d'expression, en fait. Tu communiques malgré tout, tu crées du lien avec les filles. Et je l'ai ressenti, parce que ça m'a fait du bien. Mais c'était pas dans les règles. Voilà. Et on apprendra en effet le 10e jour qu'en fait, on n'avait pas le droit de faire ça. Voilà. Le 9e jour, donc toujours cette même journée, le soir, c'est notre dernière méditation de groupe avant le 10e jour. Et là, on sent qu'on est tous à cran, en vrai. Franchement, on est tous à cran. Et il y a une fille qui s'exprime particulièrement pendant ces méditations. Donc elle s'exprime en mode, enfin voilà, en mode ah, tu vois qu'elle libère des trucs, c'est trop chouette. Elle rote beaucoup, de plus en plus intensément. Et en fait, je retiens mon fou rire. Et là, j'entends Clémentine, une Française avec qui je me suis beaucoup attachée, qui lance un petit... Et du coup, bah moi je réponds quoi, je me dis punaise, elle aussi elle veut rire. Et là, une 3e personne s'y met, une 4e. Ça commence à rigoler du côté des garçons. Et là, on part en fou rire dans la salle de méditation. Et le prof des garçons commence à... Stop!
si vous voulez sortir, bon, il nous dit ça en anglais, hein. Si vous voulez sortir, vous sortez. Si vous savez pas vous retenir, vous sortez. Là, vraiment, la moitié du hall de méditation se vide. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, moi, j'ouvre pas les yeux. À ce moment-là, je suis mais explosée de rire de l'intérieur. Et je me dis, n'ouvre pas les yeux, Victoria. Tu ne réagis pas, tu ne réagis pas. Tu vas au bout de ta méditation. Ça a été ma méditation la plus difficile parce que j'ai contenu jusqu'au bout mon fou rire. Et en fait, mon corps s'est exprimé physiquement. J'ai commencé à transpirer. J'étais mais toute mouillée de transpiration tellement je retenais mon rire. Franchement, ça a fait tellement de bien. Ça a fait trop du bien. Et là, à la fin de cette méditation, on nous dit... moi, je pensais qu'on allait nous engueuler. Et en fait, on nous dit, voilà, demain, à partir de 10h, vous pourrez reparler. Parce que, en fait, pour faire un petit peu effet tampon, et qu'on revienne pas direct le matin du 11e jour à la vie, l'autre vie, ça serait trop brutal. Et du coup, ils disent, voilà, demain, en fait, on répare un peu, on met du baume sur la plaie qui a été ouverte ces 10 jours. Et demain, c'est l'amour, quoi. Donc là, à partir de 10h, on pourra reparler. Oh, et là, ça, je sais pas, ça libère un truc et à la fois, ça crée une angoisse. C'était très particulier ce que j'ai ressenti. Et donc, le jour 10, j'ai pas bien dormi la nuit. Je me réveille avec beaucoup d'excitation. De me dire à quoi va ressembler cette journée. En fait, à partir de 10h, on peut reparler. Oh, à quoi ça va ressembler? Je sais pas, je suis très excitée. Et à la fois, je vois que la méditation du matin, elle est beaucoup moins profonde, beaucoup moins intense, beaucoup moins concentrée. Je vois que mon énergie est déjà dispersée, en fait. Déjà dans l'après, déjà dans le demain on repart, aujourd'hui on parle. Je suis plus dans l'instant. À partir de 10h, donc on nous autorise à reparler. Et là, je m'effondre en larmes. Je retiens... Là où j'ai retenu pendant 10 jours, là, je pouvais plus retenir. Je m'effondre en larmes. En fait, j'arrive plus à sortir de la salle de méditation. Je me réfugie dans la deuxième salle de méditation et je reste une demi-heure à pleurer. Je m'arrête plus de pleurer, je sais pas pourquoi je pleure, c'est de la joie, c'est du soulagement, c'est de la fierté de me dire que je suis allée au bout. C'est, je pense, aussi la libération de tout ce que j'ai contenu ces 10 jours que j'osais pas lâcher. Et je crois que c'est surtout la joie de retrouver l'humain. Et finalement, c'est ce qui m'a le plus manqué ces 10 jours. En fait, j'entends les gens parler dans le hall, enfin dans le petit sas du milieu où il y a des stands, les gens rigolent. Et en fait, juste de réécouter l'humain, les gens parler, les fous rires, les... Oh, mais ça m'émeut trop. Mais ça m'émeut tellement. Et je me dis, mais c'est ça qui m'a le plus manqué, en fait. Ça m'a pas tant manqué de pas écrire, ça m'a pas tant manqué de pas lire, de pas faire de sport. Mais cet échange humain, et je voyais que de toutes les manières possibles pendant ces 10 jours, j'ai cherché à communiquer en essayant de tirer des sourires, en essayant de construire ce truc sous l'arbre. Et là, waouh, ça m'a tellement émue. Et à la fois, j'ai flippé. Je savais plus quoi dire, ni à qui parler, ni... Donc je suis partie marcher et j'ai fait des tours de jardin. Des tours de jardin, des tours de jardin. 1 heure passe, j'ai toujours parlé à personne. Et là, je croise une fille qui me voit en larmes et qui me dit juste « Hello ». Et là, je dis « Hello ». Et j'explose en larmes. Et elle me dit « Est-ce que ça va ?» Et je dis « Yes, I'm just so... I don't know, I feel weird ». Donc je me sens bizarre, je sais pas ce qui se passe et je réalise pas. En fait, je suis dans le déni, je comprends pas, j'ai l'impression de rêver. Et je réalise pas que c'est terminé parce que je prends vraiment la mesure d'à quel point ça a été difficile, d'à quel point j'ai été chercher des ressources en moi et je crois que je suis super fière. Je suis super fière d'avoir réussi, d'être allée au bout. Et ouais, en fait, je sais toujours pas ce qui se passe à ce moment-là. Voilà. Jour 10. Jour 10 se termine. On peut dîner. On a un dîner le soir. Voilà l'idée, la perspective de rentrer chez nous le lendemain. Ça me fait peur et ça m'excite en même temps. Volontairement, je décide d'avoir ce retour le 11e jour qui se fasse de manière douce. Donc on nous invite en fait le matin du 11 à contribuer à ranger un petit peu, à aider. Donc on a une dernière méditation le matin, un dernier cours de Gwenka de 5h30 à 6h30, le petit-déj toujours à 6h30. À partir de 7h, on peut aider à ranger. C'est là que je découvre la cuisine et la fameuse machine du beurre de cacahuète. Et alors là, je vais voir tout le monde, je dis « Is it this one for the peanut butter ?» Tout le monde est là « Oui, c'est une machine à beurre de cacahuète. » Et là, vraiment,
En fait, je vois à quel point j'ai besoin d'exprimer ma joie, quoi. Et donc là, je dis à tout le monde, mais le peanut butter, on est d'accord, il était incroyable. Et en fait, je suis trop contente, quoi, de retrouver l'échange, l'humain. Et là, volontairement, je revais pas à Barcelone, je prends un train. Il y a une Française qui est remontée jusqu'à Perpignan, donc je fais la route jusqu'à Perpignan avec elle. Elle me dépose à la gare de Perpignan et c'est qu'à ce moment-là que je rallume mon téléphone. Donc ça fait bien 5 heures que j'ai récupéré mon téléphone et que j'ai pas réussi à le déverrouiller. J'ai vraiment ressenti énormément d'anxiété à l'idée de déverrouiller le téléphone et de retrouver tous les messages. Ça m'a créé une angoisse terrible, vraiment. Et en fait, j'étais obligée, arrivée à la gare de Perpignan, de réserver mon train et donc de rallumer le téléphone. Et on a beau se préparer, se dire que ça va être violent, c'est très violent. Honnêtement, j'ai trouvé ça très très violent. Mais j'ai essayé au plus possible de rester consciente. J'ai pris un café déca, parce qu'on n'a pas eu de café pendant tous ces jours, et j'essaie de pas reprendre, ou très exceptionnellement. Donc je prends un déca et un croissant en conscience, en mangeant, en ne faisant que manger et boire mon café, en attendant le train. Puis je rentre tranquillement en train, en observant les paysages. Et je vois en fait mon état de présence qui est tellement plus intense. J'observe beaucoup plus de choses que je ne voyais pas avant. Et là, je me dis, déjà, mon mental reprend le dessus et dit, ça va durer jusqu'à combien de temps, cet état d'apaisement, de conscience qui est tellement paisible. Et je vois que je fais tout de façon beaucoup plus minutieuse. Je suis très heureuse de retrouver la vie. Et là, je reste une semaine chez mon père dans ma chambre d'enfance, à ne voir personne en fait, à digérer ce que j'ai vécu, à reprendre mes mails petit à petit, à vraiment y aller pas à pas, à ne pas me brusquer pour justement essayer au maximum d'ancrer ce que j'ai appris, de digérer tout ça et de maintenir cette pratique. Donc depuis que je suis rentrée, je continue de méditer matin et soir. Il nous recommande de faire 1 heure le matin, 1 heure le soir. Très honnêtement, je sais que c'est pas tenable avec le mode de vie que j'ai, les déplacements, etc. Donc je me dis, je préfère garder cette pratique sur la durée, mais le faire à ma sauce pour que ce soit réaliste, plutôt que de tenir 1 heure matin et soir, mais pas sur le long terme. Donc je continue à méditer 45 minutes le matin, 30 minutes le soir, et je vois que ça me fait un bien fou. Voilà, cet épisode pourrait durer très 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 longtemps encore, sur tout ce que j'en ai retiré. Donc encore une fois, je vais lister un petit peu les gros enseignements que j'ai appris et l'aspect plus théorique dans la newsletter. Tu peux aller t'abonner si ça t'intéresse. Mais voilà, sur quelques gros points que je peux te partager, c'est que j'ai vraiment compris qu'il y avait un langage du silence qui est très difficile à saisir, mais dès lors qu'on le saisit, c'est fabuleux, vraiment. C'est le silence parle. On peut aussi apprendre à connaître quelqu'un sans lui parler, en ressentant simplement ses énergies, ça c'est beau. Toutes les douleurs passent, ça c'est très beau aussi, tout passe, vraiment. Et c'est le mental qui crée beaucoup, beaucoup de souffrance. Ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est vraiment étrangement pas de faire de sport, ni lire ni d'écrire, mais c'est le contact avec l'humain, encore une fois, et le rire qui m'a beaucoup manqué. Et puis voilà, je retiens aussi cette philosophie de l'équanimité, qui est un art de vivre qui fait adopter finalement une posture de détachement face aux choses et aux événements extérieurs sur lesquels finalement on n'a aucun contrôle. Je digère encore tout ce que j'ai vécu. C'était une expérience fabuleuse, très difficile mais fabuleuse, que je pense je referai, que j'invite tout le monde à faire. Et très sincèrement, je pense que si chacun se faisait ce cadeau-là, la société serait changée. Vraiment. Et à ce moment-là, alors, on pourra vraiment parler d'écologie. C'est vraiment l'enseignement peut-être le plus sincère que j'ai retenu. Voilà. Je vais conclure cet épisode, sinon ça va être trop long, puis je vois que l'émotion me prend là, je sais pas pourquoi. Merci d'être là toujours, merci pour tout. Et puis à la semaine prochaine pour un épisode un peu plus normal avec un invité de fou. Et quel invité! Oh là là! Invité et eux, je suis trop heureuse de vous partager cet épisode. Bisous, à bientôt. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout,
de faire des choses folles.